Maître Clarisse Serre, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Pour les rares qui ne vous connaîtraient pas encore, est-ce que vous pouvez vous présenter ? D'abord, je suis très flattée pour les rares qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Clarisse Serre, je suis donc avocate. J'ai été pendant 18 ans inscrite au barreau de Bobigny et j'ai fait le choix, environ aux années 2012, de quitter Paris pour m'installer à Bobigny. L'essence même de l'avocat, pour moi, c'est l'avocat pénaliste. Donc c'était vraiment l'image que l'on peut avoir, historique de la création de l'avocat au Moyen-Âge, l'avocat à la Renaissance. C'était avant tout pour moi cette défense-là. Quand j'ai commencé la profession en 95, merci de le rappeler, c'était un peu atypique. Moi, quand j'ai commencé, les gens me regardaient, mais pourquoi tu veux faire du pénal ? Moi, j'ai toujours voulu faire du pénal et je n'ai fait quasiment toute ma vie professionnelle que du pénal. Le sentiment d'injustice est un sentiment qui est commun à tous. C'est un sentiment qui est facile et compréhensible par tous. Identifiable par tous. Et souvent, quand on a été victime d'une injustice, de manière directe ou dans sa périphérie, on n'a qu'une envie, c'est dans le pire des cas une revanche, et dans le meilleur des cas, c'est de se battre contre cette injustice. Et donc, j'ai un peu le sentiment que ça a donné des vocations. Alors après, peut-être qu'on en parlera. Le problème, c'est que dans la pratique, il y a vraiment une dichotomie entre ce que l'on peut voir au cinéma ou à la télévision et ce qu'est la vraie vie d'être pénaliste. Vous êtes conseillère pour la série Engrenage. Quel est votre rôle ? Comment vous les conseillez ? Quelle est votre mission ? J'ai eu la chance de participer sur 3 saisons d'Engrenage. Voilà, exactement la 5, la 6 et la 7. Il y a une 8e à laquelle je n'ai pas participé et vraisemblablement il n'y aura pas de suite pour Engrenage. Mais en revanche, je suis sur une nouvelle série justement qui, je l'espère et si tout va bien, devrait être tournée cette année. Et en tous les cas, c'est la saison 1. Après, c'est le public qui dira s'il y a une suite. C'est la fameuse avocate. Mais c'est la fameuse avocate exactement qui et c'est surtout une série qui me tient à cœur parce que justement, le cœur même de cette série se passera à Bobigny. La série Engrenage, c'est exactement pour moi ce que devrait être toute série. D'abord, c'est un luxe parce que les producteurs, en accord avec Canal+, ont décidé de s'encadrer de conseillers. C'est une série qui est construite à partir d'histoires racontées par des professionnels. Donc déjà, il y a une richesse de conseillers techniques. Il y a une alchimie d'Engrenage. J'ai marché comme un funambule, vraiment comme sur un fil, parce que à la fois les histoires sont vraies, à la fois et c'est l'exigence de qualité qui a été demandée de Canal+, c'est de raconter des choses qui sont faites, qui peuvent être à la limite de ce qui est autorisé. J'ai décrit beaucoup de choses vous avez vécues, pour certaines que j'ai vécues, mais que d'autres, heureusement que je n'ai pas vécues, parce que si je les avais vécues, j'aurais pu faire l'objet de poursuites. Donc j'ai pu. Donc ta limite est ténue. Voilà, on a eu la liberté de raconter beaucoup de choses et de travestir, si j'ose dire, un fantasme et de se dire est-ce que moi, en tant qu'avocat pénaliste, si je pouvais le faire, est-ce que je le ferais ? Qu'est-ce que ça donnerait ? Certaines grosses affaires que j'ai eu à plaider, je ne sais finalement pas exactement ce qui s'est passé. Est-ce que vous faites référence à Antonio ? Ouais, notamment pour ça on peut le dire parce que tout le monde le sait, l'évasion de monsieur Antonio Ferrara. Évidemment, on sait qu'il s'est évadé, mais il y a plusieurs personnes dont on peut penser qu'elles ont pu être impliquées, elles n'ont pas été poursuivies. Il y a des personnes qu'on n'a jamais pu identifier. Et donc, évidemment, on a envie de savoir, et c'est quelque chose que je pense que je saurais jamais, mais c'est ainsi. Et donc, c'est vrai que quand on a la chance, comme moi, d'être appelé à travailler sur une série, ça permet de moi de donner une histoire qui peut-être ne sera jamais celle que moi je connaîtrais dans ma vie professionnelle, mais qui me permet de le faire. Un mot sur un de vos confrères, Éric Dupond-Moretti, avec qui vous avez souvent plaidé. Oui. Est-ce que vous pensez que la transition d'avocat à ministre, c'est bien passé pour lui? Mon ressenti, quand j'ai appris qu'il avait été nommé ministre, j'ai trouvé que c'était un sacré coup de pied dans la fourmilière et que c'était un vrai pari qu'avait fait le président de la République. Moi, je suis admirative je suis admirative de ce qu'a fait Éric Dupond-Moretti. Beaucoup de mes confrères le critiquent actuellement. Il y a des raisons de le critiquer. Je ne suis pas noix blanche. Je suis tout à fait consciente des difficultés auxquelles il est exposé, des difficultés de son parcours qui est le sien, de ses partis pris, de son personnage. Mais en tout premier lieu, quand j'ai su sa nomination,
J'ai été admirative parce que Éric Dupond-Moretti vient de nulle part. Il n'est pas dans le sérail des avocats et il a eu un parcours exceptionnel. Donc aujourd'hui, moi j'ai du mal à accepter la critique, en tous les cas d'oublier l'avocat qu'il a été. Pour moi, il a réussi à monter qu'avec, venant de nulle part, on peut non seulement réussir sa vie professionnelle, mais on peut devenir ce qu'il est, un ténor. Et ça, on peut pas lui enlever. Il a un nombre d'acquittements. 143. Mais attention, il a eu aussi des condamnations, mais il a fait. Et puis, il a fait bouger les lignes. Alors, il a fait bouger les lignes pendant les audiences, il a fait bouger la réflexion, il a permis certainement à la défense de trouver une meilleure place qu'elle n'est, il a incité, il a ouvert la voie. Donc ça, je ne l'oublierai pas. Le fait d'être ministre, moi je dis que quel est l'avocat qui se regarderait dans la glace et à qui demain on lui dirait je vous propose d'être ministre, quel est celui qui déclinerait. Oui. C'est l'un des rares, si ce n'est pas le seul avocat qui est connu de tous les Français. Absolument. Ensuite, c'est l'avocat qui illustre pour moi la défense de l'injustice. Bien ou pas bien, certainement, il a, comme tout à chacun, ça reste un homme. Il maîtrise parfaitement le pénal, mais ce n'est vrai que ce n'est pas un avocat du civil, ce n'est pas un avocat droit des affaires, et c'est vrai que peut-être ça, il a une connaissance moindre des difficultés rencontrées dans ces domaines-là. Vous avez un peu la même, pas image, mais c'est cet amour pour le pénal, oui, comme un peu chevillé à l'âme. Oui. Ça vous oui, rassemble. Oui, ça c'est sûr que ça nous rassemble. C'est sûr que on peut toujours expliquer un homme qui est condamné si on estime que la condamnation est juste. Il y a des condamnations justes. Oui. Si la condamnation est comprise, on peut l'accompagner, on peut l'expliquer. Mais en revanche, de se dire qu'on a pu contribuer à une injustice, c'est-à-dire qu'on estime qu'un homme, il y a des raisons de l'acquitter et qu'il a été condamné, on le vit avec. Je pense qu'avec Éric, on partageait ça, c'était de se dire on fait au moins le maximum de ce qu'on peut, mais on n'est pas des magiciens. On a pu aider, mais on a pu aussi ne pas aider et on le porte notre part de responsabilité. Et donc je pense que d'être ministre, ce n'est pas facile. Je pense que la transition, comme vous dites, elle n'est pas aisée, mais je pense que pour lui, il aurait pu, par facilité, décliner ce poste-là, de dire je suis vraiment au haut de ma carrière, tout le monde me connaît judiciairement, au théâtre, au cinéma, tout le monde me connaît, il aurait pu ça. Mais il a pris un risque. Il est sorti de sa zone de confort. Il est sorti de sa zone de confort, il a pris un risque. C'est pas un ministère facile, il a fait des erreurs comme tout le monde peut en faire. Mais en tous les cas, je crois pas même moi en tant qu'avocat et certains de mes confrères au pénal, il a pu décevoir. Je suis déçue sur la cour criminelle, je le sais. Mais j'essaye de me dire qu'il y a l'homme qui a été avocat, et puis il y a le ministre. Et le ministre, il n'est pas forcément, c'est ça la dichotomie, c'est là où on peut lui en vouloir, c'est qu'on aurait pu se dire, il va vraiment défendre les intérêts de la profession il va aller beaucoup plus loin sur le secret professionnel, pousser vraiment parce qu'il sait ce que c'est important. À titre personnel et en tant qu'être humain, je comprends qu'il ait accepté cette nomination, je ne suis pas choquée de cette nomination. Après, l'avenir dira si ça a été un bon ministère ou pas. En tous les cas, c'est un ministère qui est difficile et il n'a peut-être pas forcément fait toujours ce qu'on aurait pu attendre ou espérer de lui, mais c'est aussi le problème politique de manière générale qui est propre à tout ministre. Pour rester sur la politique, votre postulat, votre ressenti sur ce qui se joue en ce moment pour la présidentielle, comment vous voyez ça? Qu'est-ce que vous en pensez? On n'est pas dupe quand on est avocat et qu'on fait ce métier depuis un certain nombre d'années. On sait très bien qu'à chaque échéance présidentielle, on nous ressort la même chose. À chaque fois, j'écoutais là il y a pas longtemps, je crois qu'on ressortait, je crois que c'était un mot sur Madame Valérie Pécresse ou Marine Le Pen ou Manuel Valls. C'est toujours un peu les mêmes choses. Pour la justice en tous les cas, c'est l'insécurité. Voilà, ça fait 26 ans que je fais ce métier, ça fait 26 ans que j'entends un leitmotiv, l'insécurité. Donc on est, nous, avocats, habitués à savoir qu'il va y avoir des promesses qui vont être faites. On a eu, vous savez, on a eu la peine planchée qui a été mise en pratique. C'était une hérésie. Voilà, on sent, le vrai souci, c'est de se dire qu'on a là vraiment le sentiment qu'à chaque fois, il y a des effets de manche qui sont faits pour les politiques, pour dire avec moi, ça va changer. Mais quand on rentre, voilà, jusqu'à l'accession, ouais. Et puis on peut se rendre compte aussi que, par exemple, j'ai l'impression que notre président actuel, la justice n'est pas quelque chose qu'il connaissait, ni à titre professionnel, puisqu'il ne vient pas de ce milieu-là. Et puis, c'est aussi quelqu'un, on peut ne pas être de ce milieu-là et puis s'intéresser. On peut ne pas être agriculteur et s'intéresser à l'agriculture. J'ai, en ce qui me concerne, le sentiment, en tous les cas, avant qu'Emmanuel Macron nomme Éric Dupond-Moretti à la justice, j'ai un peu le sentiment que c'est quelque chose qui ne l'intéressait pas
et surtout qu'ils ne connaissaient pas. À chaque fait divers, on avait des nouvelles lois, ça ne marche pas. On a eu la peine plancher, ça ne marche pas. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est que la justice ait des moyens. Quand le contribuable, je dis bien le contribuable, a affaire à la justice pour la première fois de sa vie et qu'on lui dit « Ah ben écoutez monsieur, la décision de justice, vous l'aurez dans le meilleur des cas dans 3 mois », je me dis « Mais comment ça dans 3 mois ?» Parce que y a pas assez de greffiers pour la taper, le président n'est toujours pas là. Donc le contribuable se dit mais je paye des impôts et quand on fait la comparaison avec les autres pays européens, c'est ça la justice, ça marchera mieux, mais de toutes les manières, il y aura toujours une forme de mécontentement parce que il y aura toujours des gens qui auront un sentiment d'injustice. Et puis n'oublions pas, en pénal en particulier, elle est rendue par des hommes et des femmes qui profondément, je pense, ont à cœur de rendre la justice, mais peuvent aussi commettre des erreurs, et donc elle ne peut pas être parfaite, ces justices. Donc il y aura toujours, en disant, on n'a pas de moyens. Mais là, on est actuellement à une période où on n'a vraiment plus du tout de moyens. C'est exacerbé par rapport à... exacerbé, parce que le contentieux a augmenté, a beaucoup augmenté. C'est grâce à mes confrères qui sont investis qu'on arrive à peu près à faire fonctionner la machine. Mais à quel prix ? Quelque chose que je demande souvent à mes invités, c'est une anecdote. J'ai demandé à Randall, que vous connaissez, à d'autres. Quelle est l'anecdote qui vous a le plus marqué pendant une audience, pendant un procès? Il y a beaucoup d'anecdotes qui ont marqué parce que c'est le sel de mon métier. Quand j'ai commencé une de mes premières plaidoiries, un procureur m'a dit « Vous êtes une jeune avocate, ça vous passera, le feu vous passera ». Et je lui avais répondu que Dieu m'en garde et j'espère que j'aurai toujours le feu parce que si j'ai plus le feu, je ne serai plus bonne à faire ce métier, il faudrait que j'arrête. Notamment une, je crois, qui m'a beaucoup marqué avec Henri Leclerc. Ténor, c'est là, je ne le présente même plus parce que c'est la référence. Et je mets justement, ce qui me déçoit un petit peu, c'est que quand j'ai commencé la profession, on demandait mais qui sont, si on disait aux gens, mais citez 3 avocats. Et on citait un confrère qui est mort maintenant, Jacques Vergès. Et Henri Leclerc n'est pas tout de suite. Et je me disais mais quand même Henri Leclerc, c'est incontournable. C'est incontournable. Et donc Henri Leclerc, je l'ai connu, j'étais collaboratrice, j'étais pas dans son cabinet, mais le cabinet dans lequel j'exerçais était à côté du sien, et donc un de mes patrons de l'époque, Philippe Lemaire, déjeunait souvent avec lui, et quand nous on déjeunait à côté, on était à la table des petits, et on les regardait, des étoiles, et bonjour, c'est monsieur Henri Leclerc, donc bonjour, je ne savais pas qui on était, c'était tout à fait normal. Puis chemin faisant, je l'ai croisé à des audiences. Évidemment que je savais qui c'était. Évidemment que je le regardais toujours en me disant j'aimerais tellement qu'il me regarde. Et puis j'avais lu à 15 ou 16 ans un de ses livres et je m'étais dit voilà, c'est ce métier que je veux faire, Et puis puisque c'est un immense avocat pétri d'humanité, au fur et à mesure, me disait bonjour. Il ne me connaissait pas plus que ça. Juste une parenthèse sur ce que vous avez dit. À 15-16 ans, c'est ça que je veux faire. Pour revenir sur Monsieur Dupond-Moretti, c'était la même chose, lui. À 15-16 ans, il dit je pense que les pénalistes, on a quand même on a beaucoup de points communs. Alors après, on a des histoires différentes les uns les autres. On peut avoir moi j'ai entre guillemets la chance de pas avoir eu l'enfance d'Éric Dupond-Moretti. Moi, j'ai la chance d'avoir mes parents. Mais je pense que on a quelque chose de soi, on a une fibre en soi. C'est une vocation. Pardon pour la digression. Non, pas du tout, mais du tout. Donc avec Henri Leclerc, on a été en fait dans un procès en commun qui était la tentative d'assassinat d'un avocat. Henri Leclerc ne défendait pas initialement celui qu'il défendait. Il a pris la charge de cette défense parce qu'il a remplacé Philippe Lemaire qui était décédé. Et donc, nous voilà aux assises pendant 3 semaines. Moi, lui défendais un libre, ils étaient 6. Moi, je défendais un des accusés dans le box qui était détenu. Ce procès avait une particularité puisque ils étaient quasiment tous assistés par 2 avocats, que moi, j'étais toute seule à défendre mon accusé, ce qui m'a d'ailleurs fait penser à l'avenir qu'il vaut mieux être 2 que d'être seul dans des dossiers aussi compliqués. Et puis, au bout de quelques jours d'audience, Henri Leclerc avait un collaborateur qui prenait les notes d'audience et puis vient me voir et me dit « Clarisse, je vous observe ». J'étais toute seule, donc j'avais une énorme pression. C'était un de mes premiers gros dossiers, donc j'étais vraiment sous pression. Et puis, voilà Henri Leclerc qui me dit « J'observe ». Donc j'étais vraiment sous cloche en me disant « C'est vraiment pas ma chance ». J'ai une amie Nathalie Séni, qui travaille au cabinet Henri Leclerc et qui un jour me téléphone, me dit « Tu sais, le lundi, on fait une réunion de travail et Henri il nous a parlé de toi ». Donc je lui dis « Ah bon ?» Mais elle me dit « C'est plutôt positif ». Mais il me dit « Je t'en dis pas plus ». Et puis, arrive le jour de la fin du procès.
Les plaidoiries sont prévues de mémoire sur 3 jours et donc nous devons nous mettre d'accord sur l'ordre des plaidoiries. Il se trouve que je devais plaider en avant-dernier puisque dans l'ordre des réquisitions, j'étais l'avant-dernière personne. Et Henri Leclerc plaidait, je crois, le premier jour. Et donc, Henri Leclerc n'avait aucune raison de venir m'écouter plaider, mais absolument aucune, c'était pas du tout une obligation. Et Sauf s'il avait un intérêt manifeste. Voilà, et donc Henri Leclerc me dit, ça se passe, en plus, ça a une importance dans la grande cour d'assises de Paris. Et Henri Leclerc me dit, écoutez Clarisse, moi je vous observe, je vous l'ai dit, et donc là, je voudrais savoir exactement quand vous plaidez, parce que je vais venir. Et donc je lui dis, écoutez Henri, non, parce que d'abord, c'est aucun intérêt de m'entendre plaider, vous n'avez pas besoin de venir, et puis en plus, ça me met une pression, écoutez, je vous le dis, mais je viendrai Clarisse. Donc déjà, j'ai été stressée, le jour j'y arrive, et donc nous sommes dans la grande cour d'assises, il y a le box des détenus, et Henri Leclerc se met vraiment le premier devant le premier détenu pour être vraiment au plus proche. Donc je ne peux pas ne pas le voir. Et de l'autre côté, il y a mon ami Christian Saint-Palais qui est là, et ça fait partie de l'anecdote parce que Christian Saint-Palais, bien qu'il défendait partie civile, je lui dis écoute, voilà, tu connais l'enjeu, je voudrais que nous mettions d'accord sur un signe. Si je suis trop longue, je me retournerai vers toi un moment, et si je vois que tu fais ce signe, je saurai que c'est trop long. Donc il me dit écoute, il n'y a pas de problème, je ferai ça avec mes cheveux et tu seras, et ça sera discret. Me voilà à partir pour plaider. À ma gauche, Christian Saint-Palais un peu en retrait, et à ma droite, mais je sais qu'ils sont derrière moi. Et puis Henri Leclerc, la cour d'assises devant moi, et il se trouve que la cour d'assises était pleine parce que c'était un dossier très important, mais on ne venait pas pour moi, mais il se trouve que c'était plein. Donc une grosse tension. Et en fait, quand vous prenez la parole, vous oubliez qui est derrière le public, ça on l'oublie. Mais je ne peux pas oublier qui est à ma gauche et qui est à ma droite. Et à un moment de cette fameuse plaidoirie, dont je n'ai absolument aucun souvenir, je me tourne vers la gauche, et à ce moment-là, Christian Saint-Palais fait ce mouvement, et je me dis, ça y est, alors je pensais avoir captivé les jurés, il y avait eu des sourires, il y avait même des rires, donc je me dis, là c'est n'importe quoi. Donc mes papiers sont étalés, ça ne se voit pas, je l'ai su, ça ne se voit pas, mais je m'arrête, et là, je me retourne, j'ai même pas fini, qui vient m'embrasser? Henri Leclerc. Et donc voilà l'anecdote qui me restait le plus, parce que celui que j'admirais depuis que j'avais 15 ans, celui dont j'espérais un jour qu'il me reconnaisse en me disant on fait partie du même métier, mais j'étais à 10 000 lieues de m'imaginer qu'un jour je plaiderais avec Henri Leclerc, et que surtout, je me dis que si Henri Leclerc, je ne réalise même pas sur le moment, mais quand il vient m'embrasser, je me dis que s'il fait ça, c'est que c'est plus que de dire je vous ai entendu. Maître Clarissière, merci pour votre temps. Je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup.